Bonjour et bienvenue sur EOS Geek. Aujourd'hui, Vincent et Yann nous parlent de leur expérience de tournoi du Red Harvest GT qui a eu lieu récemment à Toronto, donc la plus grande ville du Canada. Donc, Vincent et Yann, pouvez-vous nous parler un peu justement comment ça fonctionnait, le nombre de joueurs, le système de scoring? Donc, allez-y. Oui, c'était un tournoi là, qui s'annonçait très, très gros au départ avec 100 quelques joueurs. Finalement, on a eu 46 joueurs au final avec les gens qui ont drop out de l'événement, là, qui ont quitté l'événement. Donc, c'est un gros tournoi, mais c'était pas un tournoi gigantesque non plus. C'était un tournoi sur 2 jours, 3 parties le samedi, 2 parties le dimanche. Puis le système de scoring, essentiellement, était bon. Le best general était accordé à la personne qui faisait le plus de victoires. Il a été d'ailleurs à Ridge de la chaîne Season of War qui a fait 5 victoires, aucune défaite. Et sinon, pour tous les autres prix, c'était le nombre de points de victoire qu'on faisait dans chacune de nos parties qui était additionné. Ce qui était particulier, ça ne tenait pas en compte si on avait gagné ou pas. C'est juste le nombre de points de victoire. Et ça a été su à la fin. Là, puis il additionnait aussi après ça des points de sportsmanship, des points de peinture, de présentation là, qui s'additionnaient à ça. Donc, un joueur qui avait peut-être moins de victoires pouvait finir plus haut dans le classement selon les points accumulés sur les tactiques de bataille, les objectifs et ainsi de suite. En fait, on n'a même pas vu de classement final en tant que tel. Donc, on a eu le classement final sur BCP, donc l'application, qui, elle, classait les joueurs en ordre de victoire-défaite. Puis ensuite, le bris d'égalité se faisait sur les points de victoire. Donc, ça, c'était correct. Par contre, le classement final qui a permis de déterminer qui était le best overall, qui étaient les meilleurs de chacune des grandes factions, ça, c'était déterminé, comme Vincent l'a dit, par la somme des points de victoire, des points de sportsmanship, donc d'esprit sportif, puis des points de peinture. Mais ça, on n'a jamais vu encore. En tout cas, peut-être que l'organisateur va nous les envoyer. Là, il a envoyé un courriel disant qu'il allait nous envoyer plus de résultats bientôt. Mais on n'a jamais vu cette fiche-là. Ce qui fait en sorte qu'à la fin du tournoi, on sait comment on s'est classé en termes de victoire-défaite, mais on ne sait pas à quel point on était proche, par exemple, d'être le meilleur de notre faction ou ainsi de suite. Donc, il y a eu. Puis tout au long du tournoi, c'était particulier. On n'avait pas accès sur l'application, on pouvait voir nos pairings, donc contre quel joueur on allait jouer au prochain round et tout ça, mais on n'a pas eu accès au classement. Donc, au fur et à mesure que les parties avançaient, on savait si on avait gagné ou perdu, mais on ne savait pas si on était en 10e position ou 20e position. Ça, on était un peu tenu dans l'ignorance à ce niveau-là, donc petite doléance. Puis sur le nombre de joueurs, c'est sûr que 46, pour un GT, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on est habitué au Clash, mais moi, je suis beaucoup Honest Wargamer qui compile tous les résultats de tournois à travers le monde là, qui sont publiés soit sur BCP ou sur tabletop.to. Puis, ça semble assez standard, hein, des GT de 5 jours, de 5 parties, pardon, à 30 quelques, 40, 50, 60 joueurs. C'est la norme des tournois comme le Clash où on approche les 100 joueurs. Disons qu'on est gâté au Québec, là, il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci, là, en contexte COVID surtout. Là. Exact. Donc, les gars, si on regardait vos listes, en commençant par Vincent, donc Vincent, je ne me trompe pas, tu as apporté avec toi tes Ossiark Bone Reapers à Toronto. Peux-tu nous défiler un peu ta liste? Alors, vous avez à l'écran la liste que j'ai jouée. Effectivement, j'ai emmené mes OBR. C'est simple. C'est ce que j'avais peint pour le Clash. Puis la grande contrainte que j'avais, c'est de demander qu'est-ce que j'ai le temps de peindre alors que la session scolaire est déjà commencée et tout pour le GT. Alors, c'est la liste que j'ai emmenée là. Dans le fond, je me suis gâté. J'ai emmené Nagash. Essentiellement, c'est la moitié de ma liste. J'avais un petit Bone Shaper simplement parce qu'il me restait 140 points puis je ne savais pas trop quoi rentrer. Il a été utile à 2 moments dans la partie où il m'a ramené 3 Mortec de plus, mais règle générale, il n'y a pas eu une grande incidence sur les parties. En fait, j'aurais probablement préféré tout simplement le remplacer par 10 Mortec de plus pour un meilleur contrôle d'objectif et contrôle de la map. Mais bon, je n'avais pas 10 Mortec de plus. Ensuite, j'ai été avec un spam de Mortec. J'ai été très original. J'ai 2 blocs de 20, 2 blocs de 10 Mortec Guard. Ça fait le travail super tanky sur les objectifs, en corps à corps, super difficile à déloger. Tout ça en Petrifex Elite, donc moins, il ignore 1 ou diminue de 1 la reine des adversaires. Les Mortec Guard relancent leur save sur les objectifs. Fait qu'il n'y a personne qui est arrivé à bout des 60 Mortec. Puis en fait, même Nagash, il y a juste un seul joueur qui a réussi à me sortir. On en parlera plus tard.
Et j'avais une petite invocation, c'est le Burning Head, tout simplement. C'est une petite invocation à 20 points. C'est pour le petit tricks classique avec Nagash. Dans le fond, je me lançais à Nagash, protection de Nagash. Je le blessais après ça avec le petit Endless Spell qui avait aussi casté ce tour-là. Et ça me permet de téléporter Nagash où je veux puis de le déplacer. Donc, à 20 points, c'est ce qu'il y a de moins cher là, pour pouvoir faire ce petit tricks-là. Et ma liste comportait une erreur, une chance, on m'en a avisé le vendredi. Dans le fond, j'ai 2 fois le bataillon Hunters of the Heartland, qui est vraiment important parce que les Mortek, la force, c'est en phase de combat de pouvoir relancer leur sauvegarde. Et s'il y a un monstre qui te charge et qui te roar, tu ne peux plus relancer tes sauvegardes, tu ne peux plus utiliser cette habilité-là. Donc, pour être certain que ça ne se produise pas, j'avais mis mes 2 gros bataillons dans les 2 gros Mortek Guard, les blocs de 20, dans le bataillon Hunters of the Heartland. Puis je m'étais dit, bon, je vais faire la même chose pour les 2 petits, petits blocs de 10 Hunters. Sauf que il faut vraiment lire les règles. C'est quelque chose que j'ai appris là, à quelques reprises. Il y a eu des petites erreurs. Moi ou mes adversaires qui avaient des petites erreurs d'interprétation de règles, des questions. Il y en a eu beaucoup d'erreurs, des questions sur les règles à V3. On voit que ce n'est pas encore parfaitement rodé. Les errateurs n'ont pas répondu à toutes les situations qui se produisent. Puis, si on lit comme il faut les règles de Gur, c'est marqué que pour tous les bataillons, on peut les prendre plus qu'une fois, mais les bataillons de Gur, les 2 bataillons qu'il y a là, on peut les prendre seulement une fois dans notre liste. Donc, finalement, je me suis retrouvé à jouer le bataillon Battle Regiment. J'ai mis Nagash, le Mortisan Bone Shaper et les 2 petits blocs de 10 Mortek dans le Battle Regiment, ce qui me donnait un 3 drop, qui m'a donné à quelques reprises la possibilité de choisir si je commençais ou si je laissais mon adversaire commencer. Donc, 81 points de vie, on remarque que ce n'est pas beaucoup de points de vie. Par contre, c'est des points de vie qui sont très, très résilients avec le Bone Shaper et Nagash qui peuvent rapporter des modèles. Donc, ça rend quand même une armée très, 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 très endurante. Donc, pas tant mobile, à part pour Nagash qui peut se téléporter, mais somme toute, une ligne très, très difficile à coucher. Il n'y a pas d'unité facile. Même 10 Mortek sur un objectif en Petrifex, ça peut être très, très solide. Oh, l'idée, c'était je m'assois sur les objectifs avec les Mortek et ma projection, c'est le Nagash qui me donnait ma projection. Maintenant, avec 5, 6 Arcane Ball qu'on garde en réserve puis on le relâche seulement lorsqu'on arrive en corps à corps au début de la phase, il devient très, très fort, Nagash. Donc, lui, c'était ma projection. Il compte pour 5 sur les objectifs. Il allait me chercher les objectifs dans le territoire adverse, alors que mes Mortek conservaient assez bien mes objectifs sur mon territoire. Fait que ça a été ça ma stratégie pour chacune des parties, puis ça a payé, somme toute, là, je m'en suis bien sorti. Petite chose, petite erreur de ma part dans la confection de liste aussi, là, c'est plus un mauvais choix. J'ai mis le triomphe Inspired parce que les Mortek frappent sur du 4+, donc une fois leur donner le +1 avec le triomphe, le +1 pour blesser, qui fait en sorte qu'ils blessent sur du 3+, ça leur donne beaucoup plus de punch. Même chose, la fois où Nagash charge, puis je veux être certain de faire mal à l'adversaire, le faire blesser sur du 2+ ou du 3+, ça fait un gros impact. Mais j'aurais dû y aller pour le triomphe qui permet la relance des charges. Parce qu'en Petrifex Elite, on n'a pas la relance et ben c'est ça m'a coûté une partie probablement de ne pas avoir eu ça. Là, ça m'a coûté très, très cher. Fait que l'Inspired, c'est le fun. À toutes les games, je l'ai utilisé. Ça fait une différence quand tu frappes avec +1 to wound, mais ça fait une très, très grosse différence quand tu rates une charge et tu ne peux pas la relancer parce que les OBR ne peuvent pas relancer leur charge. Ils n'ont pas accès à cette commandabilité-là. Tout à fait. Excellent. Maintenant, Yann, si je ne me trompe pas, tu as été avec tes Daughters of Cain et le temple Keltnar. Oui, justement, j'ai amené une liste en fait assez classique avec peut-être des petites différences sur l'aspect, la liste qu'on voit le plus. J'étais en Keltnar, donc c'est le temple qui donne retraite et charge à toute l'armée et qui permet le trait de commandement, ça permet au général d'invoquer une fois par bataille 5 kinérailles. Donc, ça donne un petit peu plus de contrôle là, de surface. Donc, j'avais la Bloodrack Medusa qui permet de débloquer les Stalkers, donc les Mélusailles en ligne. Et j'avais évidemment Moratti. Ensuite, j'ai choisi de jouer 2 blocs de 10 Bow Snakes ou Bloodstalkers. Souvent, on les voit en groupe de 15. Les gens préfèrent souvent les jouer en une unité de 15 parce que ça fait en sorte que quand on utilise l'habilité de commandement de Moratti Cain pour les faire tirer en face de héros ou quand on a à faire un Unleash Hell, un déchaîner les enfers, l'impact est beaucoup plus grand. En contrepartie, quand l'adversaire réussit à charger nos 15
Mélusailles, nos 15 Stalkers, ben, rapidement, on peut perdre toute notre force de frappe si on est coincé au corps à corps ou si on se les fait détruire. Puis aussi, en termes de contrôle de la surface, je trouve qu'on a moins de portée, on peut moins répartir. Donc, j'ai joué 2 blocs de 10, je ne l'ai vraiment pas regretté. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire. Donc, j'avais aussi 10 Blood Sisters, donc les mélusailles de combat, qui m'ont un peu déçu. Ils sont vraiment fragiles. Si elles n'ont pas Mind Razor, elles ne frappent pas extrêmement fort. Elles frappent bien, mais dans un méta où les adversaires sont extrêmement tanky, à l'avenir, j'opterais plutôt pour 10 Witch Elves ou 20 Witch Elves ou 20 Sisters of Slaughter. Même nombre de points de vie, presque le même nombre de points, mais 20 modèles au lieu de 10 pour le contrôle d'objectifs. Meilleure couverture aussi pour faire une protection de mes stalkers, donc un cordon avec les bases de 25 mm. Hein, on peut faire une seule ligne et non, on n'est pas obligé de les mettre sur 2 rangs. Je jouais des Kinérailles qui font toujours le travail, surtout quand on a des battle plans qui ont plus de 3 objectifs. Ou au pire, ils servent à 90 points d'un petit écran pour protéger mes stalkers, donc ça fait le travail aussi. Puis j'avais tenté les Doomfire Warlock en me disant que j'aurais une unité qui fait 14 pouces de mouvement, donc qui me permettrait d'aller menacer, qui me permettrait plus facilement de faire certains battles tactiques, par exemple celles qui demandent d'avoir 2 unités entièrement dans le territoire adverse et ainsi de suite. Au final, c'est une unité qui m'a essentiellement servi de cordon, donc d'écran à 140 points. C'est un peu cher, Dispendieux. très dispendieux. Leur mouvement m'a servi dans une partie. Quand on a des kinérailles, les kinérailles font mieux le même travail. C'est sûr que la possibilité de dissiper un sort à +1, ça m'a servi. J'avais un très, très bon contrôle magique. Même contre Nagash, ça m'a quand même bien servi. J'ai joué aussi contre une liste de Tzeentch, je vais en reparler tout à l'heure. J'ai vraiment réussi à résister à sa magie parce que j'avais quand même 3 dissipations par tour à +1. Mais je pense que je sacrifierais les Doomfire Warlocks là, pour aller chercher autre chose. OK. Donc, c'était ma liste. Intéressant. Je pense que c'est assez standard comme liste. Comme tu l'as mentionné, peut-être justement le 2x10 Stalkers versus un 15. Je pense que c'est un trait qui différencie, mais encore une fois, un battle de régiment, une seule pause. Oui. Donc, tu peux vraiment avoir une belle option sur qui va dicter le cours de la partie. Donc, intéressant. D'ailleurs, petite question comme ça, je vous prends un petit peu par surprise, mais est-ce que, avec les listes, les 40 quelques joueurs qu'il y avait, est-ce que je serais curieux de voir la proportion de listes avec une seule pause? Je ne sais pas si vous avez pu analyser ça un peu, là. Oui, moi, j'ai pas fait l'inventaire des 46 listes, mais j'ai toujours eu la priorité, sauf contre un adversaire. Donc, j'ai rencontré un seul adversaire qui était en une seule pause, mais autrement, j'ai toujours eu l'avantage. Puis peut-être juste pour conclure par rapport aux Daughters of Cain, c'est sûr que la plupart des listes jouent Gotrek aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne possède pas Gotrek, puis il n'y a pas de mal dans mes Daughters of Cain. Même mes Doomfire Warlock sont des proxys d'une autre compagnie qui sont des filles. Mais c'est ça. Puis aussi, je regardais, là, Honest Wargamer a sorti une vidéo cette semaine où il analyse tous les résultats de tournois, donc les pourcentages de victoire. Puis il décompose aussi les pourcentages de victoire, non seulement de chaque allégeance, mais aussi des sous-allégeances. Et par exemple, en Daughters of Cain, on se rend compte que c'est encore Agnar qui a le plus haut taux de victoire. Quand on se présente avec Keltnar ou Celebron, qui est beaucoup joué aussi, le taux de victoire diminue. Donc, c'est vraiment Donc, l'idée étant qu'on protège mieux là, nos stalkers avec l'habilité qui donne le ward save sur 5 plutôt que 6 Il faudrait aussi demander à Rob qu'il fasse la même type d'analyse, mais pour le nombre de pauses. Donc, victoire versus nombre de pauses, ce serait une donnée assez intéressante à faire. Pour le clash au mois d'avril, je m'engage à le faire pour la chaîne. Ce serait intéressant de le faire. Ah oui. Donc, merci beaucoup, les gars, pour ce petit compte-rendu là, de vos listes d'armées. Maintenant, je vous propose qu'on regarde chacune de vos parties en commençant par la ronde 1. Donc, juste peut-être dire quel battle plan était utilisé et un peu, là, donc, rapidement, la liste adverse, ça ressemble à quoi et quelques faits saillants peut-être du match à ce niveau-là. Commençons par Vincent avec ta première partie. Oui, alors on jouait le scénario First Blood. C'est un scénario à 3 objectifs sur une diagonale. Puis le joueur qui joue le deuxième a la possibilité, il sélectionne un objectif qu'il contrôle, puis ça lui donne un point de commandement de plus. Donc, scénario qui est assez simple finalement. Sinon, c'est score 1, score 2, score more. Là. Score un objectif, 2 objectifs et plus que l'adversaire.
Alors, j'ai joué, moi, contre du Nurgle, contre un adversaire qui était, à mon avis, dans ses premières parties. Il ne savait OK. pas trop comment jouer la liste. C'est d'ailleurs lui qui a fini avec le Wooden Spoon, le tournoi. Là. Ça, c'était le prix consolation. Euh, fait que j'ai eu la misère, en fait, parce qu'après le déploiement, j'ai déployé, j'avais la priorité. Et là, j'ai demandé des stats sur le mouvement de ces unités, ça frappe de quoi, puis là, il était capable de me répondre. Là, je voyais qu'il était comme, c'était compliqué. Fait que j'ai fait ma première erreur du tournoi là, je l'ai laissé commencer. Je dis, je vais le laisser parce que, bon, je veux pas le double tour en OBR, subir le double tour, ça veut dire qu'on ne peut pas se guérir entre les tours, on ne peut pas ramener des modèles et tout. Fait que j'ai laissé s'installer sur les objectifs, puis dès qu'il a commencé à s'installer, je suis j'aurais pas dû, j'aurais dû les prendre, m'installer, vu que je suis très, très tanky, parce que finalement, ça a été deux murs qui se sont affrontés, sauf que j'avais un avantage sur lui énorme. J'avais Nagash, alors que lui jouait de l'autre côté, un Great Unclean One, mais il a hésité de l'envoyer d'un côté. J'ai envoyé Nagash, j'ai pris l'objectif, il a décidé de l'envoyer de l'autre côté, mais au final, son Great Unclean One n'a rien fait. Alors que moi, Nagash a permis d'aller me chercher des objectifs. C'est ce qui m'a permis de briser le tiebreaker finalement. OK. Parce que sinon, bon, on s'entend, là, il y avait une armée hyper tanky, j'avais une armée hyper tanky, on restait sur les objectifs, c'est un peu le statu quo. Mais Nagash m'a gagné la partie tout simplement. Puis ça va être en fait 3 des 4 parties, ça va être ça qui va se passer. C'est Nagash qui gagne la game essentiellement pendant que les Mortels tiennent les objectifs. Fait que, une partie sympathique, mais qui a duré, je pense, seulement 3 rounds. Mon adversaire, comme je dis, ne connaissait pas beaucoup sa liste. C'était très, très long ses tours. Mais bon, il était sympathique et c'était correct. C'est un nouveau joueur, tant mieux, ils sont bienvenus dans les tournois. Fait que, c'est correct. Ouais, ben, j'en profite de l'occasion aussi pour mentionner ce que tu dis là, c'est très pertinent. Dans un tournoi, connaître sa liste, c'est quelque chose qui est un must. Même des fois, si vous hésitez, ah, ben, telle armée est peut-être meilleure, mais elle, je la contrôle plus, je la maîtrise plus. Maîtriser son armée à contexte de tournoi, ça vaut vraiment quelque chose. Parce que justement, on peut faire moins d'erreurs, on joue plus de rondes de bataille qui nous permettent de nous installer davantage. Donc, mais effectivement, tu sais, tous les joueurs sont bien sûr les bienvenus dans les événements, mais je pense que s'il y a une chose qu'un joueur peut-être débutant peut développer rapidement lorsqu'il va dans des événements, c'est vraiment la connaissance de son armée pour faciliter, vraiment pour accélérer le rythme aussi de la partie. Tout à fait. Yann, maintenant, par rapport à toi, Oui, First Blood aussi. oui, ben avant le tournoi, en fait, Vincent et moi, on s'est beaucoup affrontés. Puis on a fait quelques affrontements de mes Daughters of Cain contre ces Bone Reapers. Puis je n'arrive pas avec mes Daughters à battre ces Bone Reapers. Il est beaucoup, beaucoup trop tanky. Je n'ai pas Ouais. ignoré un Dren, ça m'enlève ma létalité. Nagash m'empêche de passer Mind Razor, m'empêche de passer mes sorts. Nagash avec le Arcane Bolt, c'est facile pour lui de faire des dommages à Moratti. Trois dommages par tour, à distance, sans l'engager. Donc, vraiment, là, c'est un mauvais match-up. Fait que j'avais dit à Vincent, puis il y avait 3 Bones Reapers sur les 46 joueurs. J'avais dit à Vincent, j'espère tellement pas jouer contre un Bones Reapers. Première partie, paf, Bones Reapers. Fait que là, fait que là je me dis, oh merde, je suis un peu dans la merde, puis c'est un joueur qui savait jouer. Fait que ça commence. Il prend le premier, je lui laisse le premier tour parce que, bon, j'avais une pause. Premier sort avec Nagash, il lance un double 1. Yes, ça part Wow. bien. Fait que là, il ne peut pas passer tous ces buffs, ces trucs. Je me dis, OK, j'ai peut-être quelque chose là, une opportunité. Et tu peux potentiellement doubler, là. Et j'ai eu le double tour. OK. Fait que tout s'est bien passé. Il y avait 5 Cavalos. Je les ai tués avec mes Stalkers. J'ai tiré aussi dans un gros bloc de 20 Mortec, qui était ma battle tactique, en fait, au tour 2, qui était d'aller tuer une battle line. Il en reste 4. J'ai Moratti sur Mind Razor parce que j'ai réussi à passer Mind Razor malgré son dispel à plus 3. Tu sais, tout va bien. Moratti charge dans ses 4 Mortec. J'attaque. Écoute, je lance 8 dés. Je voulais être tellement sûr. J'avais l'expérience avec Vincent que des fois, Moratti, elle peut vraiment mal aller. Je donne all out defense. Tu sais, YOLO, là. All out offense. All out attack, pardon. Donc, je suis sur du 2+, Mind Razor. Donc, je suis sur du Ren-3, 4 de dommages par attaque. Je rentre dans 4 Mortec Guard. Ça en prend une qui passe. Je fais 7 blessures. Non, je fais 6 blessures. Il y a 6 saves à faire. Il lance ses 6 dés. Lui, il est sur du 6+ relançable à cause de mon Ren-3. Il ignore un Ren. Il est sur du 6 relançable. Il lance 4-6 sur les 6 dés. OK? Il y en a 2 qui passent. Jusqu'à là, ça va, là. Il reprend ses 2 dés. Il relance double 6. Ah non! Je viens de rater. Je viens de rater. Évidemment, là, j'attaque avec mes 2. Moratti a aussi d'autres attaques. Il n'y a rien qui passe.
Fait que, tu sais, normalement, en stats, je pense que je devais lui faire, tu sais, Fait que finalement, je rate ma battle tactique, je ne tue pas sa battle line. Là, c'est à son tour, fin du tour 2. Il ramène des Mortec. Il double le tour. Il le prend. Il ramène des Mortec. Il désengage son unité. Il a super bien joué. Fait que là, j'ai perdu la game là. Après ça, Nagash n'a pas relancé de double 1, puis il a dominé la magie. Fait que j'ai eu mon premier tour, deuxième tour où Premier tour, ça a bien été. Puis après ça, Nagash a pris le contrôle de la partie. J'ai pu passer le sort. Il m'a tout dissipé. Je n'arrivais pas à le dissiper. Il y avait je me suis fait complètement éclater. Donc, ça a fini 28-14 pour lui. Mais je me demande encore si j'avais, s'il n'avait pas lancé 6 sur 8 jet D, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais peut-être finalement battu les Bones Reapers, mais non. Ben, tu l'as mentionné, c'est un match-up qui est effectivement difficile parce que c'est tellement. Toi, en fait, la force de tes Witch Elves, de tes unités, c'est justement, tu as quand même beaucoup d'attaques, mais pas à haut rend, ou du moins un petit rend de 1, mais là, en l'ignorant, plus le relance des sauvegardes, tu n'as pas beaucoup d'autres façons. Oui, tu as les stalkers qui peuvent faire mal, mais pas assez pour coucher autant de Mortex sans les relever, ou même pour coucher Nagash. Donc, effectivement, c'est pas un match-up qui est facile pour toi, j'en conviens. Effectivement. Non, Maintenant, si on passe à la deuxième ronde, donc Vincent, fort d'une victoire, Yann, malheureusement, de défaite. Oui, Donc, Vincent. peut-être juste mentionner rapidement le joueur Bones Reapers que j'ai affronté a fini 5e dans le tournoi. Oh, quand même, vraiment. Ça fait que ça a très, très bien. Il a fini avec 4 victoires, une défaite. Donc, ça a bien été pour lui. C'est pas lui qui a gagné le meilleur joueur dette. C'est un joueur en dessous de lui qui a gagné, parce que, comme on l'expliquait en début de vidéo, c'était les points de victoire et les points de sport et tout ça, et non le nombre de victoires. Donc, ça a donné ce drôle de résultat-là. D'après moi, comme Vincent, il a été désavantagé par une difficulté à faire des gros scores de points à cause de la nature de la liste. Là, Vincent va nous en parler justement. OK, merci de la précision. Donc, deuxième ronde, partie 2, Vincent, fort d'une victoire. Comment on a suivi ça? Alors, c'est Survival of the Fittest. Fait qu'encore une fois, scénario en diagonale, 3 objectifs. Cette fois-ci, on a des unités prédatrices, puis on marque des points supplémentaires lorsque notre unité est prédatrice. On en a 3, unités prédatrices ennemies. Et là, j'ai eu le plaisir d'affronter Archaon en Reapers of Vengeance de Khorne, une liste que je joue moi-même. Donc, ça, c'est intéressant parce que je savais vraiment ce que j'affrontais. C'était une liste particulière, vraiment pas ce que je joue moi. Lui, il y avait deux War Shrine, il y avait le Demon Prince et Archaon. Il y avait 2 Bloodsoaker pour fouetter, dans le fond, notamment Archaon, puis fouetter une autre de ses unités, puis plein de petits écrans, des maraudeurs et tout. Dans le fond, là, j'ai décidé cette fois-ci, j'ai fait différemment parce que c'est moi qui avais le choix. Je me suis installé sur les objectifs. Puis après ça, essentiellement, ma partie, c'est simple. Je l'ai passé à retraiter. C'est une des plus belles habiletés qu'on a. Quand on a un Archaon devant soi, ça ne vaut pas la peine de rester là. Il faut y faire perdre un tour de plus. Fait qu'on se désengage. Fait que je me désengageais, je l'obligeais à perdre un tour. À son tour à lui, il me chargeait. Et c'est le seul de mes adversaires qui a réussi à sortir Nagash pendant la partie. Ça lui a pris 3 pile-ins consécutifs de Archaon pour y arriver. C'est au tour 3. En fait, au tour 3, il a fait un double pile-in d'Archaon. Heureusement pour moi, il n'y a pas eu le double 6 là, de l'épée d'Archaon, donc il n'a pas réussi à enlever Nagash, mais il l'a descendu suffisamment et il y avait des blood points en réserve. Et là, c'est super intéressant parce que le joueur était vraiment sympathique. C'était peut-être ma partie la plus amusante que j'ai jouée dans le tournoi. Et là, c'est rendu à mon tour à moi. Dans le fond, il me laisse la fin du tour 3, puis il me regarde avec un sourire. Tu sais ce qui s'en vient, hein? Ben oui, parce qu'avec 4 blood points, il fait frapper en début de phase de héros Archaon avant même que je puisse guérir Nagash. Fait qu'il a refait pile une dernière fois. Et le pire, c'est que ça lui a pris toutes ses attaques. C'est à la dernière qu'il a fait le dernier point de vie sur Nagash. J'ai failli réussir à sauver Nagash, qui aurait fait une partie différente. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ayant pris les objectifs rapidement, puis ayant joué une partie où je me désengageais, mais je restais sur les objectifs, j'ai pris tellement d'avance au début. J'ai tout fait mes battles tactiques alors que lui en a raté. Notamment, il a fait la même battle tactique que celle que Yann parlait au premier tour, là, tuer une battle line, et lui aussi l'a échoué parce qu'il a sous-estimé la tankiness des Mortec. Fait qu'il a rentré dans les Mortec, mais il m'en a resté 3 ou 4. Fait que j'avais pris de l'avance sur les points de battle tactique, sur les points d'objectif. Fait que même si à la fin du tour 3, je perdais Nagash, j'ai fait des écrans pour protéger le dernier objectif qui me restait.
Puis, ça m'a permis, dans le fond, de gagner la partie. On s'est rendu jusqu'au tour 5 comme ça, mais il n'a pas réussi à tuer mon deuxième sorcier. J'ai gardé ma grande stratégie. Moi, je n'ai pas tué Archaon. Je n'ai pas tué beaucoup de modèles, en fait. Puis, ça revient à ce que Yann disait, c'est les OBR, c'est une super bonne armée à l'heure actuelle, très, très tanky, super le fun à jouer. On se met sur les objectifs, il faut vraiment choisir, on retraite, on avance, etc. On a Nagash pour la projection, mais ce n'est pas une liste qui va faire du 20-0. Si on ramène des scores sur du 20-0, ce n'est pas une liste qui va éclater l'adversaire. On ne peut pas traverser le board puis aller tuer tout ce qu'il y a de l'autre côté en un tour avec une grosse alpha strike. C'est un jeu plus subtil où on se met sur les objectifs, puis il faut être patient, puis on va chercher, à un moment donné, on voit l'opportunité de chercher une battle tactique de plus que l'adversaire. On le saisit, puis c'est ça qui nous donne la partie. Fait que j'ai fini, je pense, la partie avec 2 points d'avance seulement sur l'adversaire. Okay. Ça va être ça pour à peu près toutes mes parties. Ça va être gagné ou perdu par 2 ou 3 points d'écart seulement. Mais c'est le fun. Hein? C'est vraiment le fun quand c'est des parties serrées comme ça. Là. Ah oui, c'est super le fun. Ça se rend au 5e tour, puis c'est enlevant. Puis chaque jet de priorité à partir du 2e jusqu'au 5e sont importants. C'est des belles parties, c'est super le fun. C'est ça. Puis j'ai réussi à l'avoir. J'ai pas tué Nagash, j'ai fait pas tué Archaon, j'ai failli. Je l'ai essayé le End of Dust, malheureusement. Ça a pas End passé, of Dust, Slayer of Kings, les deux. C'était un bel affrontement. Pour le vrai, les deux, on avait du fun. On était au centre Nagash puis Archaon sur l'objectif du centre. Puis ça s'est joué là. C'est super le fun. C'est super. Excellent. Puis toi, Yann, est-ce que tu as pu rebondir après une première défaite? Bien, la deuxième partie, je me suis retrouvé à jouer contre un autre joueur qui avait perdu sa première partie, donc un Spider-Fang. Oh! Alors, au tour 2, c'était fini. Je veux dire, Daughters of Cain contre Spider-Fang, mon adversaire n'a pas fait d'erreur, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Puis en plus, les Spider-Fang, les Gloom Spite-Git, c'est une armée que je joue, donc je les connaissais bien, donc je savais exactement quoi faire. Non, je l'ai tablé, je pense, au tour 2, là, c'était fini. Donc, j'ai gagné 30. En fait, je lui ai laissé le premier tour, j'avais une pause. Il a avancé sur les objectifs au milieu. Il a fait ses 5 points. Il a fait sa battle tactique en faisant courir 3 unités et il n'a plus fait de points de la partie. Il a fait 5 points au tour 1. Après ça, il n'a plus fait de points. J'ai tablé au tour 2. Ça a fini 30-5. Puis, j'aurais fait plus de points si j'avais pu faire plus de battle tactique. Mais à un moment donné, quand l'adversaire est détruit, en un tour, je pense que j'ai tué ses monstres, son général, ses battle lines, il ne restait plus rien. Là, je me suis demandé après, est-ce que j'aurais dû avoir su que le classement était aussi en fonction du nombre de points? Je l'aurais peut-être tué moins vite pour faire plus de battle tactique. Ben oui. C'est con comme ça. Puis juste pour vous donner une idée d'à quel point le système de points de victoire versus victoire-défaite a un gros impact, Vincent a fini 10e avec 3 victoires, 1 défaite, 1 nulle. Moi, j'ai fini 25e avec 2 victoires, 3 défaites, mais j'ai plus de points de victoire que Vincent. Donc, donc, jouer juste sur les points de victoire, ce n'est pas un classement qui est représentatif. Tu tombes sur un Spider-Fang, tu fais 30 points, puis tu as un gros avantage sur quelqu'un qui gagne ses parties plus avec des 15 ou 20 points. Là. Non, puis comme on disait avant d'enregistrer, justement, c'est théoriquement possible qu'un joueur qui se finisse 0-5, mais qui score énormément de points, mais qui perd par des petits pointages, marque plus de points qu'un joueur qui va finir 5-0, mais qui gagne avec des bas pointages. Donc, c'est un peu aberrant, en fait, quand on y va avec ça. Là. Absolument. Excellent. Donc, Vincent, 2-0, ça va bien. 3e partie pour conclure le samedi. Est-ce qu'on a réussi à avoir un petit triplé? Oui, ça a bien été mon samedi. On est sur Feral Foray, donc 6 objectifs, 3 dans la zone d'adversaire, 3 dans la zone. Et on peut, à partir du tour 2, brûler les objectifs pour un point de victoire supplémentaire. Et j'ai eu le plaisir d'affronter des Cruel Boys. Je ne connaissais pas les Cruel Boys. On avait parlé sur la chaîne. Moi et Yann, on en parle beaucoup parce que c'est l'armée qui est en train de se monter, il est en train de la faire peindre. Puis on va commencer à tester ça là, après le tournoi. Justement, les prochaines parties, on va commencer à jouer ça pas mal. Là. Ça va être l'armée de Yann. Premier constat sur les Cruel Boys, leur létalité, elle est incroyable. Le nombre de mortels qu'ils peuvent générer, c'est terrifiant. Fait que je savais un peu à quel point, mais l'expérience, ça m'a confirmé à quel point c'est terrible. Mais je m'étais déployé, dans le fond, vraiment de façon prudente. J'ai laissé le premier tour, j'étais hors de portée de ses tirs. Puis, dans le fond, ce que je me suis dit, moi, c'est à partir du tour 2, je vais essayer d'envoyer Nagash chercher un objectif, le brûler. Puis c'est Nagash que je vais envoyer derrière ses lignes.
Puis moi, je vais garder avec mes vortex, je vais me croiser les doigts et essayer de garder le plus longtemps possible, mais je me doute bien qu'avec son tir, tranquillement, mes blocs vont s'effondrer. Puis c'est ce qui s'est produit. Il a très bien screené. Le petit trick de Nagash permet de téléporter. Il a vraiment fait attention parce que moi, j'espérais qu'il me laisse. Il y avait un gros bloc de 9 Ball Boys. arbalétriers. Bon, ça fait très, très mal. Là. Avec un chaman pour leur donner plus de mortels, avec le héros sur la grosse bébite aussi là, qui augmente le nombre de blessures. Hein? Le Sludge Raker. Le Sludge Raker. C'était horrible. Là. Fait que je me suis dit, moi, dès que je peux, j'envoie Nagash là. Nagash a un 4+ de Feel No Pain contre les mortels. Fait que je vais être capable d'encaisser. Puis du moment que je vais toucher ces gars avec les Ball Boys, ça va être fini. Sauf qu'il les a vraiment bien protégés. Fait que autour d'eux, j'ai été chercher un objectif sur le coin. J'ai été faire une battle tactique. Puis tranquillement, mais c'est lui qui me grindait, c'est lui qui avait l'avantage. Puis ça s'est joué. Je vais l'avouer, j'ai été chanceux à la toute fin. On est rendu au tour 5, c'est lui qui commence. Et je le vois retraiter sa battle line. Puis là, ça me rappelle, genre oui, ça, c'est sa grand strategy, mais il reste juste 4 modèles dedans. Fait que là, moi, à mon tour à moi, je ramène des Mortex, je mets toute la gomme pour tuer ça, pour qu'il ne puisse pas faire sa grand strategy. Et de l'autre côté, je fais le trick de téléportation avec Nagash, il redéploie, je me retrouve avec une charge de 10 pouces à faire pour avoir l'objectif. Et j'ai roulé le 6 et 4, j'ai roulé un beau 10, j'ai réussi à aller chercher le dernier objectif. Fait que ça s'est joué là, j'ai gagné par 3 points parce que j'ai été chercher un dernier objectif à la toute fin, puis parce que j'ai réussi à faire ma grand strategy et pas lui. C'est là que ça s'est joué. Puis un point que j'ai trouvé vraiment essentiel, puis ça, bon, on avait critiqué un petit peu les battles tactiques au début en disant que ça rallonge les parties, mais là, on commence à les connaître pas mal par cœur. C'était beaucoup moins long. Puis, c'est essentiel. Il y a plein de parties qui se jouent juste sur le fait que tu as laquelle prendre pour te garder des battles tactiques pour le tour 4 et 5. C'est souvent là que là, on en manque, là, on dit ah non, il n'y en a plus que je peux faire, alors que si je l'avais fait dans un autre ordre. Fait que j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé parce que c'est rare que j'ai manqué de Battle Royale. J'ai gagné par 3 points. Ça a été ma dernière partie, ça a conclu le samedi. Mais une game super serrée là, qui aurait pu jouer autrement. Puis j'avais raté ma charge, j'aurais annulé la dernière partie. Donc, super partie ici. C'était vraiment le fun. Super. Donc, une très bonne première journée. 3 victoires, aucune défaite. Chapeau. Ouais, contre 3 armées très différentes quand même. Donc, c'est le fun aussi de jouer contre différentes armées, pas toujours la même chose. Donc, ça, c'est vraiment cool. Toi, Yann, une victoire, une défaite. Comment on a fini samedi? Le samedi, c'est fini par une superbe partie. J'ai joué contre Julien Cesse et c'est son armée de Iron Jaws avec 2 Mark Russia, plein de cochons. Puis ça a été la tactique. Lui, c'était la tactique moissonneuse-batteuse. Donc, c'est ça. Puis je lui ai laissé le premier tour. J'ai beaucoup hésité, en fait, à prendre le premier tour ou pas. Il s'était bien déployé. J'aurais pu tirer au premier tour, mais pas tant que ça. Puis ça m'aurait forcé à me commettre puis à avancer beaucoup. Donc là, j'ai espéré qu'il ne puisse pas réussir toutes ses charges en étant le plus loin possible. Ça me permettait de faire un redéploiement, et ainsi de suite. Donc, puis je m'étais placé vraiment avec des bons écrans. Mais il avance de son plein mouvement en phase de héros. Ensuite, il avance. Ensuite, il prend sa voie. Il y a plus 1 à la charge. Donc, sa charge a fait extrêmement mal. Après son tour 1, je me suis dit, aïe, j'ai perdu la partie. Là. Mm-hmm. Comment je me débrouille? Mais finalement, en chargeant comme ça, il s'est aussi concentré dans une zone. Donc, il était à portée de mes tireuses, à portée de Moratti, à portée de mes sorts, à portée de... Donc, j'ai réussi à faire une contre-attaque assez solide. Puis, comme c'était le scénario à 6 objectifs, puis qui a fait la tactique moissonneuse-batteuse, il a avancé toutes ses unités, ce qui a laissé vide les objectifs dans sa zone. Moi, j'avais un sort qui était un sort de téléportation, le sort Mirror Dance, qui me permettait de téléporter 2 héros. Donc, ça m'a permis de téléporter au tour 3 Moratti Kane, ma générale, faire apparaître des Chinérailles. J'ai pris les 3 objectifs dans sa zone. J'en ai brûlé un. Donc, ça m'a vraiment permis de rester dans la partie. Et donc, j'ai repris le contrôle de la partie à partir du tour 2, 3, 4. Et fin du tour 4, j'étais en contrôle de la situation. Moratti est prête à aller finir des unités. Je lance un sort avec Moratti Kane, double 1. 3 dommages. Moratti passe de 8 à 11 dégâts. Donc, il est à 1 point de mourir. Donc là, ça change. Ça lui a permis de la tuer.
à mon tour. Donc, là, il y a eu un revirement de situation qui s'est passé là. Puis, avec du recul, ça, c'est un petit apprentissage. J'ai adoré ce tournoi-là parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je dirais que je considère, malgré ma fiche, avoir généralement bien joué, mais j'ai quelques leçons que j'ai retenues. Je dirais que je suis un meilleur joueur après ce tournoi-là. Et une des choses, c'est vraiment, vraiment, quand tu es en contrôle de la partie, si tu n'as pas vraiment besoin du sort, en fait, c'est un sort que je n'aurais pas dû lancer. J'avais une chance sur 36 de lancer le double 1, mais la fois où tu le lances, ça m'a fait perdre la partie. Donc, je n'aurais pas dû lancer ce sort-là, capitaliser sur mes gains, rester en contrôle de la partie. Donc, petit apprentissage, là, toujours prévoir comme si tout allait aller mal. Donc, ça, c'est un petit apprentissage là, que j'ai fait. Mais ça a été une partie vraiment, vraiment super le fun avec Julien. Là, on a eu énormément de plaisir tous les deux. On avait mal à la tête à la fin de la partie, tellement ça a été une partie hyper tactique, hyper violente, mais hyper tactique, parce que plus tu perds des unités, tu peux brûler des objectifs. Là, est-ce que je me replie? Ça a été vraiment une belle partie. Là. Cool, excellent. OK, donc, fin de la première journée, Vincent 3-0, Yann 1-2. Maintenant, comment s'est passée la deuxième journée, la quatrième partie, Vincent? Est-ce que tu as poursuivi ta lancée victorieuse? Non, j'ai joué The Vice contre Alex Duncan de la chaîne Season of War. Il jouait des Séraphons. Bon, c'est un scénario sur le long. Lui, il y a de la téléportation avec les Séraphons. Moi, j'ai pas autant de projections. Dans le fond, ce qu'il jouait, c'était intéressant. Il y avait 3 blocs, dans le fond, 3 grosses menaces. Il y avait un bloc de 30 King qui pouvait buffer avec tous les buffs qu'on connaît, l'envoyer. Puis il y avait après ça 2 blocs de salamandre, 2 x 2. Fait que sa stratégie, tour 1, il envoie des skinks, tout buffés pour détruire un de mes blocs. Le tour 2, il envoie un de ses packs de salamandre. Le tour 3, il envoie un autre pack. Il y a de la magie derrière. Là. Il y a deux slams notamment qui vont tomber des mortels un peu partout, tout ça. Puis lui a l'avantage qu'il peut se tenir très, très loin. Je suis hors de la portée de dissipation de Nagash, mais lui, il peut dissiper partout sur la table. Donc, le jeu de la magie, quand même, à son avantage, même chez les meilleurs bonus que lui. Fait que dans le fond, je lui ai laissé le premier tour parce qu'au nombre de dégâts qu'il fait, je ne veux pas qu'il y ait un double tour sur Nagash ou sur des Mortex sans que je puisse en ramener. Fait qu'il va faire son trick, il va être agressif, il va tout mettre sur ses skins, il va les envoyer, il va faire ses tirs sur les Mortex. Heureusement, il va rater sa charge après. Mais ça va faire quand même très, très mal. Là. Il va tuer à peu près la moitié du pack d'un coup. Puis là, déjà au début, là, je vois un peu la létalité de ce qui s'en vient. Je me dis, mais comment je vais faire pour survivre à ça? Sauf qu'essentiellement, il y a 3 vagues, puis après ça, c'est un peu fini. Il ne reste plus grand-chose. Fait qu'il n'a pas réussi, malgré tout, malgré ces 3 vagues, il n'a pas réussi à venir chercher mes objectifs. Fait que ça se joue à la fin sur le dernier tour où l'objectif va être au centre. Et moi, dans le fond, il réussit, c'est pas vrai, il réussit à m'amener à venir rechercher un de mes objectifs. Et moi, au 3e tour, fin du 3e tour, je me téléporte avec Nagash, je me déplace avec Nagash, pas une téléportation. Il fait un redeploy, j'ai juste à charger l'unité. Puis si je la charge, je peux venir clipper son objectif à lui. Puis là, ça me permet, dans le fond, d'avoir soit d'annuler avec pas mal de certitude, soit même d'avoir une option peut-être pour aller chercher la partie. J'ai une charge à 6 à faire et c'est là que j'ai dit que j'avais le mauvais triomphe. J'ai roulé un 3. Ah, voilà. J'ai raté cette charge-là alors qu'elle était fort probable. Là. Puis ça m'a coûté très, très cher. Ça a fait en sorte que je n'ai pas eu ma tactique secondaire. Je n'ai pas réussi à aller chercher son objectif en plus qui m'aurait donné contrôle 2, contrôle 1 de plus. C'est là que ça s'est perdu parce qu'après ça, on s'est battu pour l'objectif du centre. Je l'ai eu, il l'a repris par la suite. Puis tout ça, c'est une partie super serrée. Et je me suis questionné après ça. Est-ce que j'aurais pas dû être plus agressif? Je pense que c'est un de mes défauts comme joueur. Des fois, je suis très, très défensif. J'aime beaucoup protéger mes objectifs et tout, mais ce que j'oublie parfois, c'est que si je suis offensif, ça force l'autre à garder des ressources derrière pour protéger ses objectifs. Puis c'est les ressources qu'il n'envoie pas en avant pour prendre les miens. Donc, je me suis questionné après ça. C'est sûr, c'est dur de rejouer une partie par la suite parce que si tu dis au tour 2, je prends une décision différente avec Nagash, ben là, ça a un effet de cascade sur toutes les autres décisions. Mais peut-être qu'avoir été un petit peu plus agressif, avoir tenté le tricks, là, le petit combo de téléportation avec Nagash plus tôt dans la partie pour aller menacer ses objectifs, voire attaquer directement un de ses packs de salamandre.
peut-être que ça m'aurait avantagé finalement. C'est dur à dire. C'est un super bon joueur. J'ai affronté à chaque fois qu'il déplaçait ses unités, il y avait ses deux règles de 9 pouces pour s'assurer que Nagash ne rentrait pas de nulle part. Donc, il ne m'a jamais donné l'option de s'approcher de ses slants ou de ses prees, là, qui a vraiment très, très bien protégé. Il a bien screené. Il a même fait très rapidement un parti, tour 1 ou 2. Là, il a déjà appelé un petit bloc de sking juste parce que ça lui permet de m'empêcher de me téléporter où je voulais. Fait que non, il a bien joué. Il était habitué de jouer son frère qui a joué les OBR longtemps. Fait que, il connaissait l'armée. Donc, ça s'est joué, dans le fond, sur une charge à 6 pouces que j'ai pas réussi. Mais partie super serrée, super le fun. Malheureusement, ben, celle-là, je l'ai échappé. C'est tout ce qu'on peut vouloir des parties serrées qui jouent vraiment sur quelques jets de dés cruciaux. Là. Ça, c'est les meilleures parties en fait qu'on peut faire. Là. Tout à fait. Et toi, Yann, partie 1 le dimanche matin, frais Oui, dispo. frais et dispo. J'ai joué contre Frédéric Bigra et c'est Flesh Eater Court, donc vraiment un chic type. Là, on a eu vraiment du plaisir. Il jouait une liste avec 4 Terrorgeist, là, 2 avec un héros dessus, puis 2. Donc, des gros monstres, sauf que c'est des gros monstres en V3 qui sont sur une save à 4+, 14 points de vie. Puis moi, j'ai des Stalkers. Donc, au tour 3, il ne restait plus de monstres. Donc, ça a été, ouais, ça a été un petit peu, tu sais, Moratti, contre lui, tu sais, lui, sa force, en fait, c'est de pouvoir faire un double pile-in et attaque. Quand un de ses monstres meurt, il attaque quand même. Il pile-in puis il attaque avant d'être retiré du champ de bataille. Donc, c'est une armée qui est extrêmement létale. Mais moi, Moratti, une fois qu'elle a pris ses 3 dommages, pile-in autant de fois que tu veux, là, ça Exact. donne rien. Fait qu'il y a des fois où il y a juste pas. Bon, ça donne rien que j'attaque. Là, Moratti a eu ses 3 dégâts. Eh oui. Fait que les Stalkers plus Moratti, qui est relativement invulnérable, c'est un mauvais match-up pour lui. Là. Donc, je pense qu'au tour 3, il restait des ghouls, un ou deux héros, puis c'est tout. Donc, ça a été une victoire, je pense, 30 à 15 ou à 14, je ne sais plus. Là. Fait que c'est une victoire décisive, mais quand même un joueur contre lequel j'ai bien hâte de rejouer. Super sympathique. Là. Julien et Frédéric, ça a été des games, des belles games avec des golfeurs. Bon, excellent. C'est ça qu'on veut aussi. Et finalement, partie 5, Vincent 3-1, Yann 2-2. Vincent, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, c'est fini en beauté. Celle-ci va se finir par une nulle. Dans le fond, ce qui est assez Oh! rare, là, ouais, on avait le même nombre de points d'objectifs, le même nombre d'objectifs secondaires. Super serré. En fait, je vais affronter des Fire Slayer. C'est un match, quasiment un match miroir. Il y a 4 blocs de Earthguard, Berserker, exactement. J'ai l'avantage d'avoir moins de drops que lui. Fait que j'ai décidé cette fois-ci, je ne fais pas l'erreur que j'ai faite avec contre Nurgle. Je vais tout de suite aller chercher mes objectifs, m'installer dessus, puis je vais l'attendre finalement. Bon, je me suis installé sur 2 objectifs comme il faut. Puis l'autre objectif, j'ai juste été le menacer avec une unité. Je n'avais pas besoin de le prendre tout de suite, mais menacer pour l'obliger à amener des forces d'un côté pour pas qu'il vienne me déloger de l'autre côté. Puis cette partie-là, j'aurais voulu être plus agressif avec Nagash. Et là, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas été assez agressif, je vais l'être plus. J'ai essayé le tricks et tout. J'ai finalement fait un miscast et tout. Bref, Nagash, j'ai pris 3 points de dégâts dans cette phase-là. J'avais aucun Arcane Ball de réserve. Fait que j'ai pu le téléporter pareil parce qu'il s'est pris des dégâts, mais ça a vraiment fait mal. J'avais 3 points de dégâts, j'avais pas d'Arcane Ball. Puis bon, on sait que les Fire Slayers sont tellement tanky. Je l'ai juste téléporté une Nagash derrière des mortels sur un objectif. J'ai dit, bon, ben OK, ça va être ça. J'ai fait dans le tournoi 5 à 7 miscasts, qui est à peu près stats, là, finalement, un par partie environ. Mais je pense que celui-là était celui qui est le plus impactant parce que tour 1, j'avais un de ces prêtres que j'aurais pu charger avec la téléportation. J'aurais déjà pu enlever donc son buff de 4 plus de ward save d'un côté de la table, mais là, c'est ça, en faisant le miscast, en me faisant mal à Nagash, puis en n'ayant pas d'Arcane Bolt en réserve, là, je m'enlignais pour me faire recharger par la suite, puis ça aurait été lui son tour, fait que j'avais trop peur de perdre Nagash trop rapidement dans la partie. Puis cette partie-là, ben, c'est joué, j'ai eu l'avantage, j'ai pris l'avance sur les points d'objectif rapidement dans la partie, mais dans le fond, il y avait le tour 3, on pouvait brûler un objectif, j'espérais. Je l'avais déjà vu, si je gagnais la priorité, je lui laissais le tour, je brûlais l'objectif qui contrôlait dans le coin de la table, je gardais les 2 miens, puis là, j'étais correct, j'avais le dessus, je gagnais la partie. Puis c'est pas juste mon impression, il m'en a parlé après, il dit bah, c'est là que ça s'est joué, parce que là, en gagnant le tour, bien évidemment, il a enlevé l'objectif sur lequel j'étais le mieux installé. Fait que là, ça m'a obligé à essayer d'avancer, puis tout ça. Fait que
finalement, on a réussi de peine et misère. Nagash a été chercher l'objectif dans son territoire à la toute fin pour que je puisse égaler la marque. Fait que ça a été une partie nulle. Fait que super belle façon de finir le tournoi. Là. C'est les deux joueurs, je pense que c'est une belle façon. Il n'y en a pas un qui est déçu de dire « Ah, je l'ai échappé » ou quoi que ce soit. Fait que j'ai fini 3-1-1, puis mon adversaire a fini 3-1-1 aussi, le tournoi, suite à cette nulle-là. Excellent. 5 belles parties très serrées, comme on les aime. C'est super. Oui. Ah, Et toi, vraiment Yann, des belles parties. As-tu fini sans beauté? En beauté, oui, malheureusement avec une défaite, mais j'ai joué contre Kevin Wardrop, qui est un Ontarien, mais qu'on connaît parce qu'il participe au Clash à chaque année. Puis il jouait Tsinch avec le combo Archeon et Keros Fate Weaver. Donc je savais que ça allait être difficile et c'est la partie, je dirais, dans laquelle j'ai pris les meilleures et les pires décisions. OK. Et en bout de piste, ça m'a coûté la partie. Ça a fini 23-20 en sa faveur sur la battle tactique. Il a réussi sur le Grand Strategy. Donc, OK. ça, c'est une chose. La Grand Strategy que j'avais choisie est un mauvais choix, je pense, avec du recul. Moi, j'avais Dominating Presence, donc je devais avoir à la fin de la partie plus d'unités que l'adversaire sur le jeu. Et finalement, il y a 2 parties où je l'ai raté. Puis les 2 fois où je l'ai raté, c'est dans 2 défaites serrées. Je l'ai raté contre Julien Cesse et c'est Iron Jaws. Je pense que la partie, il a gagné par 3 ou 4 points. Puis lui, il a réussi sa Grand Strategy, puis pas moi. Fait que je pense qu'on avait une nulle ou qu'on avait un point de différence. Puis là, j'ai perdu par 3 points. Donc, ça a été vraiment coûteux. Alors que dans les 2 cas, si j'avais choisi la Battle Line, j'aurais réussi à rescaper une Battle Line probablement. Donc, j'ai réussi à tuer donc Kéros autour d'eux, à le gonner. Donc, j'avais fait un super déploiement. J'ai pris le premier tour, j'ai pris les objectifs, j'ai tiré Kéros. Il lui restait 2 points de vie. J'ai failli le tuer. Puis encore là, petite erreur, j'aurais dû me donner all-out attaque sur mon dernier pack de Mélusaille parce qu'il restait, je pense, 4 points de vie ou 5 points de vie. Puis en stats, je le tuais. Là. Mais encore une fois, je n'ai pas joué le si tout va mal. Donc, si je l'avais sorti au tour 1, je pense que ça m'aurait donné un avantage encore plus grand au départ. Mais quand même, le sortir au tour 2, c'était vraiment un bon coup. J'ai réussi à vraiment le coincer puis à le fusiller avec mes mélusailles. C'était l'avantage de jouer aussi 2 blocs de mélusailles. Il n'y avait nulle part où se cacher, sauf s'il se cachait vraiment dans le coin de la table loin. Mais là, ça ne revient pas utiliser. Ça sort du jeu. Là. Ça le sort du jeu, exactement. Sa première battle tactique, c'était avec Archeon de venir chercher un de mes objectifs. Donc de conquérir un objectif. Avec un redéploiement que je pense qu'il n'avait pas anticipé, j'ai été capable d'aller placer une unité de manière à ce que son socle sur la charge ne puisse pas se retrouver à 6 pouces. Donc là, il y avait besoin de réussir à faire assez de dommages à mon unité pour que j'enlève assez de modèles pour qu'il puisse pile in à 6 pouces. Il n'a pas réussi. Donc, j'ai réussi à lui enlever sa battle tactique au tour 1. Donc, ça allait bien. Mais Archeon est arrivé. Je ne peux juste pas tanker Archeon. Puis, je ne peux rien lui faire. Puis, il y avait quand même aussi des pink horreurs aussi que je ne viens pas de ça. Là. Il y a trop de wounds. C'est 50 wounds, 10. Fait il m'a tranquillement grindé en bon français. Et je me suis retrouvé là, à perdre la guerre d'attrition et j'ai perdu la partie sur une petite erreur, quelque chose que je n'avais pas vu. Donc, j'avais réussi à bloquer Archeon avec Moratikane. Donc, Archeon était pris en combat contre Moratikane. Moi, puis ça laissait ma Morati pour aller s'amuser ailleurs, ma Shadow Queen. Et j'étais très confiant. Et finalement, en tuant une autre unité, il a réussi à son dernier tour à pile in Archeon de 3 pouces, à rouler autour de Moratikane pour aller à portée de sa distance de ses attaques, frapper mon unité qui protégeait mon objectif dans ma zone, la tuer. Il a complètement tué mes mélusailles et d'être à l'intérieur de 6 pouces, je pense qu'il s'est retrouvé à 5 pouces et demi de mon objectif. Donc, il y avait Archeon, 5 modèles, il me restait juste ma générale, 2 modèles. Il a réussi à me prendre l'objectif comme ça au dernier tour, faire les points qu'il lui fallait. Et c'est bête, si j'avais fait un pile-in avec Morati, juste pour rouler, pour changer là où je me trouvais sur sa base, il n'aurait pas pu rouler autour de mon puis pile-in à distance de mon objectif. Donc, il a vraiment c'était bien vu de sa part. Ça a été une grosse erreur de ma part. Là. En fin de week-end, je n'ai pas vu ce tricks-là. Puis j'avais vraiment les moyens pour l'empêcher de gagner, puis je ne l'ai pas vu. Donc, ça, c'est toujours un petit peu contrariant de perdre sur une erreur comme ça. Donc, la partie a fini 20-20 sur les points de victoire.
Puis il a réussi sa battle tactique qui était évidemment... Sa grand strategy. Oui, pardon, sa grand strategy où je devais tuer tous ces sorciers. Archeon étant sorcier, on s'entend que c'est une réussite quasi automatique pour lui. J'ai fait des statistiques, je ne peux pas tuer Archeon en Siege. Je n'ai pas la puissance pour le sortir. Là. Il faudrait être extrêmement chanceux pour réussir. Ça ne marche juste pas. Là. Donc, voilà. Donc, il a super bien joué, lui aussi, mis à part peut-être Kéros là, qui a perdu au tour 2, mais sinon, il a bien remonté la pente. Au tour 2, il était sûr qu'il avait perdu la partie. Là, il s'arrachait les cheveux de la tête. Puis finalement, il a vraiment réussi à faire une belle remontée. Mais Archeon, vraiment, est une horreur. Est une horreur à affronter. Il est presque aussi horrible que Nagash. Là. C'est une unité qui est très, très létale et qu'on ne peut pas tuer. Ou à moins, certaines armées peuvent le faire, mais il y a certaines armées qui ne peuvent rien faire contre Archeon. On ne fait que le subir pendant 5 tours. Puis il faut essayer, en fait, de contrôler les dégâts. Vincent l'a expliqué avec ses mortels quand il se repliait pour essayer de minimiser le nombre de tours d'attaque dont Archeon pourrait bénéficier. Dans mon cas, j'avais choisi d'utiliser Moratikane pour lui faire perdre un tour à replier ou l'obliger à se battre contre Moratikane puis lui faire 3 dommages par tour. J'étais à un pile-in de réussir ma tactique. Oui, ben effectivement, tu l'as mentionné, je pense que Archaon, c'est comme ça qu'il faut le gérer. Il faut limiter son impact sur la partie. Plus facile à dire qu'à faire. Mais de toute façon, de ce que vous dites, là, bon, Nagash, Morathi, Archaon, beaucoup de gros monstres que vous avez affrontés aussi. Là. Donc, je pense je pense que le méta du monstre héros est bel et bien présent, 2 Mark Russia. Donc, je pense que ça se dessine clairement, en fait, pour la V3. D'ailleurs, conclusion, messieurs, quelles sont vos impressions, vos observations, vos apprentissages, peut-être aussi de votre expérience au niveau du tournoi? Peut-être à commencer par Vincent. Ouais, ben, quelques constats. Yann en a parlé, mais je voudrais insister, c'est tellement important. On a fait plusieurs parties, lui et moi, un contre l'autre, où j'ai joué justement Mio-Billard, il a joué ses Daughters. Puis même que la dernière partie du tournoi, j'ai sorti des Stormcast pour le fun, m'amuser, parce qu'on vient d'avoir un nouveau Battle Tomb pour eux. J'étais un peu tanné. Je vois là, il me semble que je commence à connaître les Mortec, et c'était une erreur. On ne peut pas jouer assez de parties avec une armée pour avoir vu tous les scénarios qui se produisent. Puis en tournoi, il y a plein de petits scénarios qui se sont produits, parfois qui ont suscité des questions. Où là, il a fallu discuter avec mon adversaire, regarder les livres de règles, tout ça. Mais des fois, les scénarios dans lesquels moi, dans ce scénario-là, j'avais juste à faire ça, puis j'aurais été correct, j'aurais pu m'en sortir, tout ça. Mais il y a des scénarios qui se produisent pas souvent, puis si on joue pas assez de parties, on les voit pas, ces scénarios-là. Puis essayer de théoriser puis de réfléchir comment réagir live là, pendant le tournoi, après des fois 6 heures de partie dans ta journée. Là, c'est là que tu risques de commettre des erreurs, alors que si tu as joué la liste, tu l'as joué tellement souvent, tous ces petits scénarios-là exceptionnels. Oups, là, je viens de faire un miscast, mais ça a tel impact, ça me permet quand même de téléporter, mais j'ai déjà casté ça. Tous ces trucs-là, ben, tu les as déjà vécus, tu as déjà mal réagi une fois avec, tu as appris de ton erreur, puis là, tu es peut-être plus prêt. Donc, n'hésitez pas, prenez une liste. C'est mieux de prendre une liste puis de la connaître à fond, de l'avoir joué là, des dizaines de fois que d'arriver avec une liste qui est théoriquement plus forte, mais que vous maîtrisez beaucoup moins parce que vous allez avoir plus de difficultés avec une liste que vous ne maîtrisez pas. Fait que c'est ça. Puis après ça, le deuxième constat, ce qui a fait que moi, j'ai eu une partie, vraiment des belles parties, puis j'ai eu du plaisir, puis un certain succès. Ça a bien été quand même, ce tournoi-là. Prenez une liste qui fit avec votre style de jeu. Ben oui. Moi et Yann, on a des styles de jeu très différents. On a joué à Magic, on avait même là des styles de jeu très, très différents. Moi, j'aime ça, un jeu très prudent où je me mets sur les objectifs, je me tasse et tout. Et là, c'est pour ça que j'ai adoré l'armée. En Petrifex Elite, des Mortec, ça avance pas super vite, mais tu as ces objectifs, tu peux avoir confiance que tu vas rester là. Tu peux être prudent, tu peux prendre ton temps. Et c'est pas le style de jeu de tout le monde. D'autres joueurs préfèrent un style beaucoup plus agressif. Donc, trouvez une liste avec laquelle vous êtes à l'aise, qui fit avec votre style de joueur pour avoir du plaisir. Puis ça va être aussi plus facile d'avoir du succès comme ça. Et rodez-la votre liste. Je pense que c'est ça qui est. Tu sais, on ne jouera pas assez de Ouais. parties contre assez d'adversaires dans le scénario. Trouvez votre style, trouvez votre liste, puis rodez-la. Tout à fait, je pense que Ouais. Vincent, je partage très bien ton point de vue. Et toi, Oui. Yann, observation? Mais pour compléter peut-être sur ce point-là, Oui. je suis vraiment d'accord qu'il faut absolument maîtriser sa liste et on ne peut la maîtriser qu'en jouant un maximum de nombre de parties.
Il me semble qu'il y a quelques mois, Pride sur French Wargame Studio avait dit qu'il a joué plus de 200 parties en V2 avec sa liste de Daughters of Cain. Puis j'ai cru comprendre que Pride a un peu terrorisé le méta français pendant un certain temps là, en V2 avec sa liste de Daughters of Cain. Mais quand tu as joué 200 parties avec ta liste contre une variété d'adversaires, tu la maîtrises parfaitement, tu ne fais Voilà. plus d'erreurs, tu connais exactement le potentiel exact de tes armées, tu sais comment réagir, dans quelle situation. Donc, si on veut bien performer en tournoi, il faut absolument maîtriser sa liste. Puis, comme Vincent l'a bien dit, je suis d'accord aussi, là, y aller avec quelque chose qui correspond à notre style naturel, parce que notre style naturel, quand on est dans des situations de tournoi où des fois on peut être stressé, on peut être face à l'inconnu, on peut être, si notre liste correspond à notre style naturel, nos intuitions, nos décisions intuitives vont être plus ajustées parce qu'elles vont aller dans le sens des forces de notre liste. Donc, Vincent l'a bien dit, il est un joueur contrôle, un joueur défensif. Même en Khorne, tu joues avec Be'lakor, avec le Prince Démon. Donc, c'est une liste Khorne défensive où tu neutralises les unités adverses. Donc, c'est vraiment ton style naturel. Puis c'est comme ça que tu es arrivé à très bien jouer Khorne en exploitant des forces qui vont dans ton style naturel de jeu. Moi, je suis un joueur peut-être beaucoup plus offensif, agressif. Euh, voilà. Donc, mes apprentissages pour le tournoi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ça m'a vraiment fait progresser, je dirais, ce tournoi-là, parce que c'est comme si j'avais vu ce qu'il me manque pour être meilleur. Tu sais, si on positionne, disons qu'on a des joueurs plus débutants, moins bons, on a des joueurs pas très bons, moyens, bons, très bons, excellents. C'est comme si là, j'ai vu comment passer à la prochaine étape. Mhm. Vraiment, là, il y a une série de petits apprentissages, puis ce serait difficile à expliciter, mais c'est vraiment je dirais, on gagne et on perd aussi beaucoup sur des erreurs mentales. Donc, là, c'est toutes les petites erreurs, et je l'ai dit tantôt, jouer pour le pire scénario, en fait. Hein, souvent, donc, mettre de côté notre optimisme, puis se dire, si j'essaie de faire une chose, je dois absolument la réussir. C'est ça. Donc, jamais diviser ses attaques, sauf si, tu sais, si je détruis cette battle line-là, je suis mieux de faire 10 wounds de trop dans la battle line puis être sûr d'avoir ma battle tactique que de séparer puis me retrouver à, oui, faire 4-5 wounds de plus ailleurs, mais pas tuer la battle line, pas réussir ma battle tactique. Donc, il faut vraiment jouer pour fidéliser nos décisions, nos options. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose aussi, c'est de ne pas se laisser embarquer dans un rythme du jeu qui n'est pas le nôtre. À quelques occasions, mes adversaires, mais sans mauvaise intention du tout, se sentaient pressés par le temps. Par exemple, l'organisateur avait dit, ah, il reste une demi-heure. Puis là, ils veulent avoir le temps de faire les 5 tours, fait qu'ils nous mettent la pression un peu dans leur non-verbal, sans le vouloir, là, c'est leur propre stress qu'ils communiquent plus ou moins consciemment. Puis moi, à certains moments, je me suis un peu laissé influencer par ça. J'ai pris des décisions un peu plus vite au lieu de toujours rester calme puis analyser la situation puis dire, OK, est-ce que dans cette phase-ci, j'ai fait tout ce que je voulais faire? Bon, c'est la phase de combat. Est-ce que comment je fais mes pile-in, comment je fais puis juste de ne pas se laisser embarquer, là, de l'influencer par un rythme qui n'est pas le nôtre. Ça, c'est un autre petit apprentissage. Ça va diminuer le nombre d'erreurs là, qu'on fait, je pense. En tout cas, dans mon cas, certainement. Ouais, des super belles observations. Je pense que vous avez mis le doigt dessus, en fait, c'est connaître son armée, puis surtout, analyser qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, le diable est dans les détails. Quand on atteint un certain niveau de jeu, c'est plus rendu à comprendre les règles, on n'est plus rendu à comprendre l'adversaire, on est rendu vraiment à, OK, exemple, Yann, le petit pile-in que tu as mentionné pour ta 5e partie, c'est un détail, mais c'est un détail qui a fait une différence en bout de ligne. Donc, je pense que c'est là, en fait, là, c'est apprendre de ces choses. Il faut les vivre. Il faut dire, ah, aïe, aïe, j'ai manqué telle chose. Mais là, maintenant, tu vas le prendre en compte. Tu vas le considérer. Tu l'as déjà vécu. Tu vas t'adapter. Fait que je pense que c'est ça, effectivement. C'est pour ça qu'être dans un tournoi, si on veut s'améliorer, si on veut s'investir pour s'améliorer dans ce jeu-là, ben, il faut avoir de la game, il faut avoir du vécu, il faut vivre des situations qui nous ont sorti un peu de notre zone de confort pour dire, ah, OK, ça, c'est une possibilité. Donc, tantôt, tu parlais justement donc de ne pas hésiter à mettre toutes ces attaques pour réussir telle action que je veux faire, donc de jouer le côté de la malchance. Donc, de jouer en fonction du pire scénario. Mais je pense que c'est tous des super bons apprentissages que vous avez faits. Je pense aussi qu'il faut, euh,
ces apprentissages-là vont nous permettre de devenir un joueur aussi plus régulier en termes de performance. Dans mon cas, je suis très inégal d'un événement à l'autre. Par exemple, il y a des événements, des petits tournois de 2 jours où j'ai fait 3-1 ou 3-0, des trucs comme ça. Ou au Clash, par exemple, à un moment donné, j'ai fini, je pense, 6e overall. Deuxième overall. Deuxième overall, oui, le Clash. Puis là, je vais dans un autre tournoi, puis je finis en milieu de peloton, 25e. Donc, alors qu'il y a des joueurs qu'on voit, si on suit un peu la scène internationale, il y a des joueurs que leur nom ressort régulièrement dans les top 5, top 10. Tout le temps, ils ont une régularité dans leur rendement. Jordan Duncan de Season of War, Ridge Anna de Season of War, c'est 2 gars qui, peu importe les événements auxquels ils participent, même les tournois d'une journée, Jordan dit souvent, ah ben, finalement, OK, j'ai fini deuxième, Ridge a gagné. Donc, les gars sont réguliers. C'est ce qui fait d'eux des joueurs, je pense, que je qualifierais à un niveau, disons, excellent, pas juste très bon. C'est non seulement qu'ils sont capables de faire des bonnes performances, mais ils le font tournoi après tournoi après tournoi. Et moi, ce que je voulais ajouter, c'est sur les apprentissages. Là, il ne faut pas hésiter après ça. Puis on avait la chance, nous, c'était à Toronto, puis on avait presque 8 heures de route à faire pour revenir. Un coup que, bon, ça a retombé un petit peu parce qu'il y a des décisions émotives, il y a des jets de dés qui nous ont marqués, puis tout ça, de se mettre à réfléchir après la partie, puis les analyser. Bon, j'ai mentionné mes 2 parties, ma défaite, ma nulle, ça s'est joué sur cette charge-là, puis cette charge-là. Mais l'impression de se demander, OK, mais si ça s'est rendu à jouer sur ce jet de dés-là, c'est qu'avant, il aurait fallu que je joue mieux pour que ce jet de dés-là ne me fasse pas perdre la partie. Là, ça veut dire qu'avant, peut-être que j'avais été, ce que je disais tout à l'heure, plus offensif un peu avec Nagash. Peut-être que là, ça m'aurait permis, dans le fond, de marquer un point un peu plus tôt, de mettre mon adversaire à sa défensive et pas me retrouver au tour 4 à dire ben, tout dépend d'un jet de dés. Fait que c'est sûr qu'après la partie, tout de suite après, ce que tu vois, c'est le jet de dés que tu as raté. Tu dis ah, j'ai perdu à cause de ça, mais non, tu as perdu la partie avant parce que tu t'es rendu là. Fait que c'est le fun après ça. Lorsque bon, le coup du moment est passé, là, nous, on a eu la chance, on était en auto, là, on reparlait de nos games, une par une, puis, ah oui, mais c'est vrai, il y a ça aussi, j'aurais peut-être pu faire ça. Prochaine fois, je referai ma liste, je ferais peut-être ça. Fait que pas hésiter à repenser à tête reposer un peu les tournois qu'on a vécus, puis à revoir est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on aurait pu faire différemment pour améliorer nos résultats. Hey, super. Ben, merci beaucoup, les gars. Je pense que c'était très enrichissant comme retour d'expérience, comme retour sur un tournoi. Avant qu'on se laisse, en fait, je vais faire une petite shameful promo pour nos auditeurs. On a parlé un petit peu durant la vidéo. Le Grand Clash, en fait, le 4e Grand Clash, qui est le plus gros tournoi d'Age of Sigmar au Canada, va avoir lieu les 22 ou 24 avril prochain. Tournoi en double le vendredi et un tournoi, un GT, donc de 5 parties le samedi et le dimanche. Les inscriptions, donc, arrivent à point. C'est le 1er novembre. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la page Facebook où vous avez toute l'information pour pouvoir vous inscrire. Autant les gens du Canada que dans l'Europe, en fait, là, j'ai déjà 6 joueurs français qui m'ont confirmé leur présence. Donc, le clash devient international. Cette année, on limite à 120 participants le nombre de joueurs et j'ai bien l'impression qu'on va se rendre là. On a été presque 100 joueurs dans une situation pandémique avec un paquet de normes sanitaires à respecter. Donc, on espère que cette année, là, ces normes-là vont du moins descendre. Donc, si vous avez envie de participer, vous pouvez aller consulter la page d'événements dans la description ou sinon m'écrire par Messenger Adeptus Diceus. N'hésitez surtout pas. Ça promet d'être un événement exceptionnel. Donc, merci beaucoup les gars encore une fois pour votre rapport de tournoi et sur ce, bon wargaming.